Le groupe Wagner, encore en embuscade, cette fois-ci au Tchad. L'information est parue dans les colonnes du quotidien américain Wall Street Journal ce jeudi. L'oligarque russe Evgeny Prigojine prépare activement la déstabilisation du gouvernement de transition tchadien. Selon cette source anonyme, qui serait un haut responsable américain, le patron de la société militaire privée Wagner, Evgeny Prigojine, aurait offert à un groupe rebelle local du soutien matériel et opérationnel. L'objectif, l'aider à faire tomber le gouvernement tchadien. Ce plan pourrait aussi inclure l'assassinat du président de la transition, Mahamat Idriss Déby. Derrière ce groupe rebelle pourrait se cacher le FACT, le Front pour l'alternance et la concorde au Tchad. Le mouvement, qui a démenti, avait combattu en Libye aux côtés de Wagner pour soutenir le maréchal Khalifa Haftar. Selon l'enquête du Wall Street Journal, Washington aurait informé N'Djamena des intentions de la société privée russe. En octobre dernier, les autorités tchadiennes ont accusé l'opposition d'avoir fomenté une insurrection, une manifestation contre la prolongation du gouvernement provisoire. Elle a alors été violemment réprimée par les forces de l'ordre. 128 personnes ont été tuées, selon un dernier bilan révélé cette semaine. Aujourd'hui encore, des acteurs tchadiens ont sollicité le soutien des puissances étrangères pour que pression et chantage soient exercés sur moi afin d'accéder au pouvoir. En Afrique de l'Ouest, le groupe Wagner a multiplié des campagnes de propagande glorifiant la présence russe sur le continent. Burkina Faso, Mali, Centrafrique, la rhétorique est la même, pouvant prendre la forme de dessins animés hostiles, notamment à la France, représentant Paris sous les traits d'un rat ou d'un serpent venant piller le pays. Ces vidéos sont publiées sur les réseaux sociaux et utilisées généralement pour détourner l'attention d'une population sur la mauvaise gouvernance des élites. Une propagande grossière mais qui porte ses fruits. Paris a dû dernièrement se désengager militairement du Mali, puis du Burkina Faso. Comment se fait-il qu'après une intervention, il y a maintenant plus de 3 ans et demi, il n'y ait eu aucune réflexion sur ce qui devait se passer après? Alors maintenant, il s'agit de réparer les erreurs d'hier. L'État libyen, vous le savez, c'est un des pays les plus armés du continent. Toutes ces armes aujourd'hui ne se trouvent pas dans les magasins, mais toutes ces armes se trouvent au sud du Sahara, dans le Sahel, dans nos propres pays. Ce que vous avez dit sur la Libye, je l'ai dit plusieurs fois comme président, je partage ce que vous avez dit. La Libye, on n'a pas respecté la souveraineté d'un peuple, et ça, c'est une erreur. Malgré les dénégations, la falsification de l'histoire par quelques-uns, qui, comme l'ancien ambassadeur Nicolas Normand que l'on vient d'entendre, nie encore la responsabilité de la France dans le chaos dans le Sahel, qui refuse de voir le lien entre le geste fou de Nicolas Sarkozy et l'embrasement du Sahel, ils sont désormais plus nombreux, heureusement, et pas des moindres, à la reconnaître. Nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. La France et avec elle ses alliés européens doivent garder à l'esprit et informer leur opinion qu'ils sont les principaux responsables du sang qui coule chaque jour dans le Sahel. C'est un fait. Et il ne faut pas le reconnaître de façon voilée, en sourdine ou entre deux discours. Et vous remarquerez que l'auteur de ce grand désordre n'a jamais été inquiété. Il coule des jours heureux dans son pays. Son philosophe va-t-en-guerre est déjà sur un autre terrain de conflit, l'Ukraine. Les politiques européens sont conscients qu'ils ont offert aux ennemis de tout poil les moyens et l'espace le plus pratique pour les frapper. De surcroît, avec les armes qu'ils ont récupérées dans les magasins libyens, dans le plus vaste magasin d'armes à ciel ouvert, le désert du Sahara. Toutes ces menaces que je viens de citer se sont renforcées en capacité militaire, ont eu beaucoup de moyens, ont eu des armes nettement plus sophistiquées, des armes antiaériennes, des SAM et tout. Donc c'était le magasin d'armes le plus important au monde, le plus grand du monde, le mieux fourni et le moins cher. Nous avons mis en garde avant la première frappe de la Libye en son temps. On ne nous a pas écoutés. On n'a pas écouté la voix du continent. Si ces fous de guerre, ces barbus revanchards utilisent ces armes, cet arsenal, pour prendre d'assaut le nord du Mali, du Burkina Faso, le nord du Niger, et essaient d'étendre leur influence sur l'ensemble du Sahel, ce n'est pas pour islamiser cette région qui l'était déjà depuis des siècles, qui était même en avance dans cette religion par rapport à eux. Le Mali est un pays qui a connu l'introduction de l'islam depuis le IXe siècle. Un islam cohérent, solidaire, généreux, respectueux de la vie humaine,
et surtout respectueux de la vie des hommes. Et un islam fait d'éthique. Au-delà du rêve de création d'un califat, le but ultime pour eux est de tenir l'Europe à portée de missiles, de pouvoir la frapper lorsqu'ils le désirent, lorsqu'ils en éprouvent l'envie. Le désir de revanche contre les infidèles est particulièrement fort. Cette stratégie passe donc malheureusement, entre autres moyens violents, par la conquête des pays du Sahel. Ça, c'est l'aspect militaire qui amène les nations européennes, notamment la France et ses alliés américains, à tout faire pour rester sur place, pour tenir ces États. Un mauvais choix, une stratégie dépassée, obsolète et totalement irréalisable dans le contexte sociopolitique actuel. Le principe de la colonisation est dépassé. On va en parler, si vous le voulez bien, après avoir terminé l'inventaire des raisons qui amènent les nations du Nord à vouloir contrôler cette bande sahélo-saharienne. Second aspect géostratégique qui explique l'intérêt des grandes puissances et des cartels de la drogue pour cette région du Sahel. Le Sahara est la route de tous les trafics vers l'Europe. Il y a beaucoup de business dans toute cette région, contrairement à ce qu'on dit. Sans parler des trafics de drogue qui se passent dans toute la région depuis l'ensemble du golfe de Guinée. Ces narcotrafiquants, c'est des bandes qui reçoivent des colis de drogue par avion, par bateau. Quelqu'un m'a même vu parfois par sous-marin, qui tombent sur la côte ouest de l'Afrique et qui viennent de l'Amérique latine et qui sont convoyés par ces groupes et des barons plus ou moins connus et qui ont également des sous-traitants qui ont un rôle de conduire cette drogue vers le continent européen, vers le Proche-Orient, le Moyen-Orient et un peu plus loin. Et ce groupe également est un groupe particulièrement important qui s'est enrichi sur la poudre, qui a créé une certaine forme de commerce à eux et qui est un commerce qui génère énormément, qui les permet d'avoir des complices, qui les permet d'avoir des supplétifs, qui les permet d'avoir des armes, qui les permet d'avoir des quantités extrêmement importantes de munitions. C'est eux d'ailleurs qui soutiennent la logistique de toute cette armée que nous avons face à nous aujourd'hui. Plus de 60% de la drogue qui inonde l'Europe transite depuis presque une vingtaine d'années par ce vaste désert que personne ne contrôle efficacement. C'est la principale porte d'entrée européenne de la drogue venue d'Amérique latine, d'Afghanistan, du Pakistan. Les cartels se sont donné rendez-vous dans cette immensité désertique qu'il est plus difficile de surveiller que les mers. Impossible pour des pays comme le Niger, le Mali, le Burkina Faso, la Mauritanie de contrôler cet immense territoire de sable qui fait pourtant partie intégrante de leur territoire. On a vu se multiplier des pistes d'atterrissage éphémères ici au milieu de nulle part sur lesquelles des trafiquants ont fait atterrir des immenses porteurs, les ont déchargés de leur drogue et ont brûlé l'avion. C'est dire l'importance financière de la marchandise s'ils peuvent ainsi sacrifier des Boeing 747. C'est des zones extrêmement importantes, des distances extrêmement grandes. Tu peux parcourir 400 km sans rencontrer un homme qui vit ni un arbre. Pendant le mois de décembre, on a 1 degré la nuit, et pendant le mois de mai, on est à plus de 50 degrés Celsius. Donc ce sont des zones extrêmement difficiles. Et la densité et la démographie est presque nulle. Donc faites-vous une idée de, comment on appelle, de la zone géographique auquel on a affaire. Souvenez-vous de ce que l'on a appelé air cocaïne dans le désert malien. Le président malien d'alors, le général Amadou Toumani Touré, injustement accusé de bénéficier de ce trafic, me faisait une confidence en présence de l'ancien premier ministre de Guinée, Kabine Komara, en disant ceci. Lorsque l'on pose un avion de drogue dans le désert et que l'on donne 100 millions de francs pour la seule opération à un général ou un officier de la région, qui a moins d'1 million de salaire mensuel, le nouveau patron du général, c'est le trafiquant. Quel type d'emprise puis-je avoir sur lui? C'est clair, non? Autre réflexion d'un officier supérieur malien dans ces années 2000, quel intérêt avons-nous à lutter contre ces trafiquants de drogue, puisqu'ils sont non seulement très riches et puissants, mais en plus, ils sont juste en transit chez nous. Notre jeunesse n'en consomme presque pas, puisqu'elle n'a pas les moyens pour en acheter. Alors pourquoi dépenserions-nous les moyens que nous n'avons pas contre des personnes qui en ont plus que nous, pour protéger les Européens de la consommation de ce produit? La bande sahélo-sahélienne et une partie de l'Afrique n'est qu'un point de passage. Le sentiment est le même dans les casernes algériennes. Cette drogue qui transite souvent par l'Algérie avec des généraux très arrangeants ne rencontre pas beaucoup de difficultés pour entrer en Europe où se trouve l'essentiel des consommateurs.
question de pouvoir d'achat. Du coup, les Européens, s'ils veulent maîtriser ou bloquer l'arrivée de cette drogue dans leur espace, doivent la contrôler dès leur débarquement sur le continent africain. La drogue a quitté quelque part pour arriver ici. Eh bien, il fallait l'empêcher de quitter. Nous, on ne plante pas la drogue dans le désert. Il n'y a pas un arbre qui pousse. Les fleurs ne poussent pas non plus. Et encore moins les plantes de la drogue. Donc, d'où est-ce qu'elle vient? La drogue est intercontinentale. Elle ne nous est pas destinée. Nous n'en consommons pas chez nous. Nous sommes une zone de passage. Malgré nous, mais sûr et certain que si on ferme le départ et que l'arrivée également ne reçoit pas, eh bien le trafic va cesser. Donc c'est tout un dispositif large qui implique plusieurs pays, qui implique même des continents et qui implique plusieurs services qui est là. Chacun a une part de responsabilité. Donc dire qu'on ferme les yeux, c'est trop dire. Là encore, pour contrecarrer le vaste trafic, les autorités européennes, notamment françaises, se sont trompées sur l'approche, comme on va le voir dans un instant. Mais avant d'en arriver là, il faut évoquer l'un des aspects les plus importants de la présence européenne en général et française dans la région du Sahel. La cause que l'on n'avoue jamais, que l'on nie avec la dernière énergie, alors que c'est aussi visible que le nez au milieu du visage. Regardez ces dunes, observez ces engins qui s'affairent, qui vont et viennent sur ces pistes au milieu de nulle part. Nous sommes dans le nord du Niger, dans une mine d'uranium. L'électricité nucléaire, bien que produite en France, fonctionne à l'uranium importé. Nous dépendons essentiellement du Niger, du Canada, du Kazakhstan et de l'Ouzbékistan. On importe intégralement cette ressource puisqu'il n'y a plus de mines en France. La France consomme environ 7000 tonnes d'uranium naturel par an. Ça représente environ entre 500 millions et 1 milliard d'euros par an dans la balance énergétique française. Ceci illustre la place stratégique qu'occupe le Niger dans l'échiquier mondial. Même si ça doit faire hurler en même temps de rire et de douleur les populations exsangues de ce pays classé parmi les plus pauvres de la planète. Le Niger est la 4e réserve mondiale de ce minerai qui sert à fabriquer également ces armes mortelles que cherchent à acquérir les grandes puissances mondiales. Sans en posséder, le Niger avec son uranium est au cœur de la dissuasion nucléaire qui maintient un certain équilibre de la terreur sur notre planète. Sans ces mines, pas moyen de faire ces armes nucléaires qui servent aux grandes puissances à se faire peur. Mais aussi, et c'est plus concret, sans ces minerais, pas moyen de s'éclairer en France notamment, comme on vient de l'entendre. Les Français devraient en avoir conscience. Comment ne pas comprendre la volonté des grandes puissances de contrôler la source de ce minerai stratégique? C'est ce qu'a fait la France depuis les indépendances en tenant ce vaste ensemble désertique sous sa coupe, en favorisant d'ailleurs la chute du premier président Diori Amani qui, après avoir été arrangeant pendant une quinzaine d'années, a commencé à envisager une révision des contrats miniers léonins liés à cette manne stratégique. Paris l'a lâché au profit du général Séné Kounché. Si les coups d'État militaires et les dictatures se sont multipliés en Afrique, c'est parce que les anciens colonisateurs ont favorisé les coups d'État en Afrique. Je songe à la chute de Amélie Diori, les Français l'ont favorisé. Dit par celui qui était le poste avancé de la France en Afrique, cela prend tout son sens, n'est-ce pas? Cette richesse minière, cet uranium, rythme la vie des Nigériens depuis leur pseudo-accession à la souveraineté internationale. L'essentiel de la réserve était tenu par le groupe français Areva, qui dans les années 2000, avec son ancienne patronne Anne Lauvergeon, faisait la pluie et le beau temps dans ce pays exsangue. La firme française y était plus puissante que le gouvernement, bien sûr, avec l'appui des autorités françaises. Pendant la folle guerre injustifiée contre Saddam Hussein, que l'on disait posséder des armes de destruction massive, on a même accusé le Niger, tenez-vous bien, d'avoir fourni de l'uranium à l'Irak afin qu'il fabrique son imaginaire arme nucléaire. Un des énormes mensonges qui alimentait cette fausse bataille pour la démocratie dans le monde. On nous parle de propagande aujourd'hui, comme si nous n'avions pas de mémoire. Enfin, oui, les grandes puissances ont besoin de garder un œil sur ce territoire, sur son uranium. Regardez dans quel état il est pourtant, dans quelles conditions vivent les populations voisines de ces minerais stratégiques. Et cela vous expliquera pourquoi elles peuvent être en colère contre les autorités françaises. Et depuis quelques années, d'importantes découvertes de gisements de pétrole ont également attisé l'intérêt de l'ancienne puissance colonisatrice, mais également d'autres puissances nouvelles, comme la Chine, qui s'y active. Encore un riche pays de pauvres. Une raison supplémentaire des grandes puissances occidentales pour rester sur place. Pas question de lâcher le morceau. Il en est de même pour le Mali, qui est l'une des principales réserves d'or du monde. Pour ne pas être très long dans mon explication, je vais faire abstraction ici des autres richesses dont regorge le sous-sol malien. Je vais volontairement vous épargner, malgré moi,
les 69,5 tonnes d'or extraits de son sous-sol en 2021, puisque le Mali reste le 3e producteur d'or du continent derrière l'Afrique du Sud et le Ghana. L'exploitation du métal jaune y est très importante, car elle génère 80% des recettes extérieures et contribue à hauteur de 10% au PIB. Principalement exploité par des compagnies internationales, cet or emprunte majoritairement les routes de l'export vers les grandes capitales occidentales, et ce, à l'état brut. Bref, au-delà des questions géostratégiques et sécuritaires que j'ai expliquées un peu plus tôt, il y a aussi de réelles raisons économiques de contrôler cette région du Sahel, comme nous venons de le voir. On peut aisément comprendre l'intérêt de la France et des pays européens à garder une influence ou au moins un œil dans cette région. Mais l'approche de Paris est vraiment la plus mauvaise, la plus maladroite, la plus obsolète qui soit. Elle semble n'avoir pas pris la mesure des changements qui s'opèrent, celle qui consiste à coloniser pour maintenir son influence, celle qui consiste à y multiplier des bases militaires, à maintenir des forces armées, celle qui consiste à mépriser les États et les gouvernants de ces nations pour justifier son intervention, celle qui consiste à utiliser de la propagande pour justifier l'urgence à y agir, à y être présent. C'est la pire des solutions. On y avait cru. Les groupes terroristes sont affaiblis, mais ils n'ont pas disparu. Alors qu'avons-nous à faire? Continuer, poursuivre, et la France restera avec vous. Le temps qu'il faudra. Il n'y a plus de politique africaine de la France. Il y a une politique que nous pouvons conduire, il y a des amis, il y a des gens avec qui on est d'accord, d'autres non. Mais il y a surtout un continent que nous devons regarder en face. C'est vrai. Il faut se parler et se regarder en face, pour de vrai, pas seulement dans les discours. Emmanuel Macron, il a pensé qu'on allait prendre une ardoise magique comme les enfants. Vous savez, on allait tirer et puis il n'y avait plus rien. Mais l'ardoise magique, ça ne fonctionne pas. Il a dit replions, il a été au Burkina Faso en disant aux jeunes, replions les rétroviseurs, regardons devant, ne nous occupons pas du passé. Et les gens ont envie de parler de cette période-là. Pour pouvoir passer à autre chose. On a gardé un système qu'on a fossilisé pendant que l'Afrique évoluait. Mais elle n'a pas évolué du jour au lendemain. C'est-à-dire que de plus en plus, ce système qu'on appelle la France-Afrique, avec le franc CFA, les bases militaires, les armées qui interviennent à chaque fois qu'il y a un problème de sécuritaire, ce système était de moins en moins compris. Mais enfin, ça n'a pas daté de hier. Ça a explosé récemment, on peut le dire. C'est une responsabilité de François Hollande, de Sarkozy et aussi de Emmanuel Macron de n'avoir pas compris ces évolutions et de ne pas avoir piloté la politique africaine pour l'adapter. De toute évidence, il fallait supprimer le franc CFA parce que c'est une compétence souveraine, les questions monétaires. Il fallait fermer sans doute certaines bases militaires. Il fallait aussi communiquer autrement. Il fallait se comporter autrement aussi. Il ne fallait pas garder Barkhane avec une armée française occupant pratiquement le Mali pendant près de 10 ans. C'était forcément incompris par la population, surtout si cette armée française se substitue à l'armée locale, si elle communique seule comme en terrain conquis. Toutes ces erreurs accumulées, toutes ces maladresses ont fini par faire exploser les choses au Mali et par contagion dans les autres pays de la région aussi. On parle de la Russie, mais vous avez la Turquie, vous avez le monde entier en Afrique. Et la France est toute surprise de voir que sa coopération, on n'en veut pas forcément, etc. Et vous avez cet anachronisme refoulé africain qui fait en disant maintenant on veut d'autres partenaires, c'est tout.